Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Donc on est bien installé dans le planétarium. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce splendide lieu de la culture scientifique strasbourgeoise, le planétarium de l'Université de Strasbourg, du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Et nous sommes réunis pour une nouvelle édition, une nouvelle table ronde de cet événement Épique Époque. Épique Époque, c'est un cycle de conférences, d'échanges, de débats sur des sujets d'actualité et des grands défis de société, adressés par les regards croisés de chercheurs, de chercheuses et de professionnels. Elles sont organisées par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et enregistrées et diffusées sur le site de la RCF Alsace a posteriori si vous voulez le réécouter. Alors, on peut remercier Margot Zing, qui est chargée de programmation des conférences et de l'action culturelle en territoire au Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, pour la programmation et la coordination de ces épisodes. Ce soir, nous aurons également une illustratrice, Hélène Bléau, qui est avec nous pour dessiner en live pendant tout l'épisode. Je m'appelle Eléa Eberlé et j'aurai le plaisir d'animer ces échanges ce soir. On remercie également toute l'équipe technique du planétarium qui permet d'accueillir ces événements. Je crois que je n'ai oublié personne. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'eau. On en a besoin pour vivre, se nourrir, arroser nos cultures. Et pour parler de ce sujet, nous avons avec nous trois intervenants. Alors, Rémi Barbier, professeur de sociologie à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, l'ENGES, est parmi nous. Vous pouvez l'applaudir. Juste à sa droite, Sarah Fernandez, qui est chercheuse en géographie à l'INRAE, donc l'Institut national de recherche en agronomie, alimentation et environnement, est également avec nous. Tous les deux travaillent dans l'unité de recherche SAGE, Société, Acteurs et Gouvernement en Europe. Et enfin, nous avons Benoît Grandmougin, qui est directeur de l'eau, de la biodiversité et du climat à la région Grand Est. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous êtes aussi des acteurs importants de cet événement, puisque à la fin des échanges, vous pourrez poser vos questions. Donc, restez bien jusqu'au bout et gardez vos questions pour la fin. Ils seront là pour répondre à toutes les interrogations de ce soir. Alors, je vais commencer très simplement cet épisode en posant la question à Rémi. Rémi, allons-nous manquer d'eau ? Merci Eléa pour cette question qui est évidemment une question très, très pertinente. Cela dit, on peut se demander si elle est réellement originale quand on regarde les titres. Voilà, cette petite sélection en fait de titres d'articles du quotidien du soir, du journal Le Monde, qui sont parus dans les années 60. Et on voit que en 1967, il y a une journaliste qui a écrit un long article dont le titre était justement « Allons-nous manquer d'eau ?» Cette question, elle se posait également au niveau mondial, puisqu'il y avait eu un article en 1966 sur une alerte à l'eau. Et on voit également dans un troisième article, 1967, que cette question concernant la France, allons-nous manquer d'eau, elle se spécifiait en fonction des particularités territoriales. Donc, on peut se demander si, au fond, est-ce que cette question, c'est un marronnier de journalistes ou de Jardin des Sciences, ou est-ce que c'est une question qui est réellement importante et originale dans sa formulation contemporaine ? Alors, pour mesurer justement l'écart entre la façon dont on se posait le problème de l'eau et de l'accès à l'eau dans les années 60 et la façon dont on va l'aborder aujourd'hui dans sa structuration contemporaine, c'est intéressant de regarder justement le contenu de ces articles et de voir comment cette question de l'accès à l'eau était, et du manque possible d'eau était formulée donc, dans ces années 60. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il s'agissait principalement d'un enjeu d'explosion en fait des prélèvements dans la ressource en eau et de gaspillage de cette ressource, parce qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas encore de station d'épuration en fait. Donc on avait à la fois une explosion de des prélèvements dans la ressource. Il faut se rappeler que là, on est encore au cœur de la période donc, qui avait été appelée les 30 Glorieuses. C'est la grande croissance industrielle, urbaine, agricole.
Période des 30 glorieuses que les historiens de l'environnement ont depuis rebaptisé les 30 piteuses ou les 30 ravageuses, parce qu'on a aussi ravagé, ça s'est fait au prix de dégâts environnementaux considérables. Et donc, on a cette explosion de la consommation, des prélèvements, on a ce gaspillage de la ressource en eau par la pollution. Et en regard, donc, on a une ressource qui est présentée comme globalement abondante, plutôt régulière, relativement bien distribuée sur le territoire, mais en quantité limitée, ce qui est une évidence. Donc, on a plutôt une pression en fait croissante qui s'exerce sur cette ressource limitée. Donc, en arrière-plan, on a un monde hydrique qui est un monde de l'eau, une ressource en eau qui est globalement stable et prévisible. Et c'est en cela que la situation contemporaine est complètement différente en fait de cette situation des années 60, puisque le dérèglement climatique en fait bouleverse le cycle hydroclimatique, et cette stabilité, cette prévisibilité en fait de la ressource en eau, elle appartient désormais au passé en fait. Et donc, la réponse, les éléments de réponse qu'on va apporter donc, lors de cette conférence à cette question « Allons-nous manquer d'eau ?» vont forcément être très différents en fait, de ce qui avait été présenté, donc, ce qui aurait pu être présenté dans les années 60. Et pour cela, on va procéder donc en 3 grandes étapes. En fait, on va d'abord répondre à la question des usages contemporains de l'eau. Ensuite, on parlera de la question du partage de l'eau, et on fera un focus sur la question de l'eau potable, de l'accès à l'eau potable pour tous. Oui. Alors pour illustrer le propos, derrière nous, il y a une petite photographie d'un milieu naturel alsacien dans le Ride, complètement asséché. Donc voilà. Alors, est-ce que, pour continuer, on peut juste commencer par faire un petit état des lieux de la ressource en eau en France ? Actuellement, qu'est-ce qu'il se passe et quel est le futur de cette ressource ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la France, jusqu'à maintenant, à l'échelle nationale et en moyenne interannuelle, alors ça fait un peu mais bon, on pourra rediscuter de ça si vous le souhaitez après, elle a été plutôt, la France jusqu'ici, bien lotie. Si on regarde en fait ces données moyennes de pluviométrie par rapport à d'autres pays du monde. Alors, elle a une pluviométrie moyenne annuelle qui est supérieure, par exemple, à celle de l'Espagne. Cette pluviométrie, alors, elle est après, bien sûr, variable d'une année à l'autre, et aussi dans l'espace. Elle n'est pas la même à Perpignan qu'à Strasbourg. Et bon, je pense que c'est plutôt évident. Et ce que montre ce schéma-là, c'est aussi qu'une partie, en fait, de cette pluie va s'évaporer, en fait, au contact du sol. C'est le schéma là, qui est là, ici. Et l'autre va s'infiltrer. Et cette partie qui s'évapore au contact du sol, elle est quand même importante. C'est de l'ordre de 60% en fait, en moyenne. Et le reste, en fait, ça s'infiltre, ça ruisselle, et c'est ça qui va constituer en fait ce qu'on a l'habitude d'appeler les ressources en eau, c'est-à-dire les écoulements dans les rivières, ou qui va réalimenter les nappes et qui va devenir donc une ressource. Et ce qui est un peu intéressant, ce qui est intéressant aussi, je pense à noter ici avec ce schéma, c'est que, ce schéma et ces chiffres, vous voyez les 6% des cours d'eau entrant sur le territoire. Là, ça montre que le pays, la France, c'est un pays qui est quand même plutôt relativement indépendant, c'est-à-dire qu'il y a relativement peu de ressources qui viennent, on va dire, qui sont sur des logiques transfrontalières. Bon, alors vous me dire, attendez, le Rhin, c'est ça, évidemment, le Rhin, il est très important, et on voit bien qu'il y a une coopération internationale, mais là, ce que je vous donne, c'est des chiffres à l'échelle nationale. Et donc, du coup, quand on quantifie ça, ça représente que de l'ordre de 6%. Mais ce qui est aussi important, je pense, de noter, c'est quand on regarde le schéma pour vous, qui est à droite, c'est qu'on voit que ce que les modélisations et les analyses statistiques montrent, c'est que quand même, sur les 30 dernières années, on a bien une baisse en fait quand même de la pluviométrie moyenne annuelle par rapport aux périodes précédentes. Alors,
là, je pense que voilà, vous pouvez passer. Donc là, je vous ai parlé. Donc voilà, on a vu ce qu'était la situation jusqu'à maintenant. Le fait que quand même il y a des signaux en fait assez sérieux que ça change. Et donc la question maintenant qui se pose, c'est de savoir à l'avenir, à moyen et long terme, qu'est-ce qui risque de se passer. Et donc pour répondre à la question de savoir si on manque d'eau, aujourd'hui l'action publique, elle convoque des climatologues et des hydrologues, parce que vous voyez bien que on a parlé tout à l'heure de pluie, donc du coup ça renvoie à des questions quand même de climatologie et de modélisation du climat, mais aussi à la question finalement de la transformation de la pluie en débit ou en niveau piézométrique des nappes, et ça c'est plutôt ce que les hydrologues cherchent à représenter et à quantifier. Et donc, en fait, quand ils sont convoqués, ces climatologues et ces hydrologues, en fait, ils font des analyses rétrospectives, vous l'avez vu tout à l'heure là, avec les 30 dernières années, et des prospectives. Et ça, c'est un exemple de prospective, en fait, dont les résultats viennent de paraître il y a quelques mois, qui s'appelle Explore 2. Et ces travaux, en fait, comment ils ont été conçus? En fait, ils s'appuient sur des scénarios contrastés d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont définis par le GIEC, en fait, ce groupe d'experts international sur le climat. Et donc, ils sont menés à différents horizons temporels et ils cherchent, quelque part, on pourrait dire, à faire atterrir en fait, ces modélisations qui ont été plutôt menées jusqu'à maintenant à l'échelle du monde, à l'échelle globale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent quand même de produire des ordres de grandeur, même si, bien évidemment, il y a des incertitudes, à la fois des incertitudes que les modélisateurs cherchent à lever avec des modèles plus sophistiqués, mais aussi des incertitudes radicales. Et on le voit bien avec l'exercice de scénarisation, c'est-à-dire que tout dépend quand même un peu de savoir quel sera le niveau d'émission dans le futur, et que ça, c'est bien quand même aussi des choix économiques, politiques et humains. Et donc il y a bien une multiplicité fondamentale des futurs, pour autant quand même on arrive à les représenter, ces futurs. Et donc ce que les résultats montrent, c'est qu'il y a des changements aussi différents selon les territoires en France et selon les saisons. Et là, la carte, là, en fait, elle synthétise les résultats obtenus par ces travaux, donc ça a convoqué pas mal de chercheurs, avec un scénario d'émission particulier, alors qui, dans le jargon là, du GIEC, s'appelle le RCP8.5, et qui est, je pense qu'il est important de retenir, c'est que c'est un scénario assez pessimiste, c'est-à-dire avec des émissions de gaz à effet de serre qui continueront à être très élevées. Et donc, dans ce scénario-là, ce qu'on voit, c'est qu'on aura plutôt une hausse des débits hivernaux et de la pluviométrie moyenne dans le nord-est, c'est-à-dire ici, et une baisse significative des débits et de la pluviométrie estivale. Et au-delà de ces changements en fait, en moyenne, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y aura des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses un peu partout, et que ce soit en fait, pour les sécheresses et les inondations. Et en fait, quand même, la plupart un peu des scénarios montrent en particulier pour le sud-ouest de la France une baisse assez quand même significative des débits. Voilà. Et donc là, moi, je vous ai parlé plutôt de l'échelle nationale. Oui, on peut peut-être effectivement passer la parole à Benoît pour que tu nous parles un peu du scénario à l'échelle plus Grand Est. Et juste pour ceux qui n'ont pas le contexte parce qu'ils écoutent le podcast en différé, on était en train de commenter une carte de France justement sur laquelle étaient entourées les zones qui risquaient de subir certains phénomènes de variation de pluie, etc. Voilà. Je me permets juste de remettre le contexte à l'oral. Bonjour à tous. Effectivement, l'enjeu, c'est aussi de donner des illustrations en région de ces trajectoires. Vous en entendez au niveau international, au niveau national. La question qui nous a été posée, nous, en région, c'est qu'est-ce que ça donne finalement sur chacun de nos bassins versants à proximité. Alors, et notamment fort d'une année qui a été l'année 2022. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Voilà, une année qui a marqué... C'est globalement en région, on avait 120 communes en difficulté d'alimentation d'eau potable, on avait 350 entreprises qui se posaient la question sur lesquelles on avait des difficultés, soit en qualité, soit en quantité d'eau. On a eu les 2 premiers incendies de forêt dans les Vosges. Voilà, c'était pas connu, les incendies, et du coup c'était un sujet. On a eu également des impacts forts sur la navigation fluviale, notamment dans le Rhin, juste à proximité, c'est-à-dire avec des chargements moindres des bateaux.
Et du coup, le travail, c'est de donner la photographie en 2050, en 2100, de là où on va, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir adapter à la fois les politiques agricoles, les politiques de transport, les travaux en matière de forêt. Et c'est ce qu'on a mené, alors, en croisant à la fois l'évolution des besoins en eau, de ces différents usages, et puis l'évolution des ressources, avec différents scénarios, et du coup, dont le 8.5 mentionné par Sarah, dont des scénarios plus moyens. Globalement, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 impacts principaux en région en 2050 et 2100 accrus. C'est à la fois des vagues de chaleur plus importantes, et ça, en région continentale, on est loin de la mer. On a peu de climatiseurs et du coup, on va passer de 10 à une trentaine de jours de vagues de chaleur par été. Du coup, ça, c'est un des paramètres. Mais ça veut dire comment on isole nos bâtiments, comment on les évolue. Jusque-là, on les a isolés beaucoup contre le froid l'hiver. L'enjeu, c'est d'adapter nos écoles, nos bâtiments à des moments où il faut que les jeunes passent des examens en juin alors qu'on sera en période de canicule. Vous voyez, c'est ce type d'exemple, en tout cas sur les travaux sur lesquels il faut qu'on mène. Du coup, ce paramètre-là, vague de chaleur. Et le deuxième, c'est vraiment une évolution du cycle de l'eau. On aurait la même quantité d'eau annuellement en termes de précipitations sur le quart nord-est de la France, ce qui est différent du sud-ouest, vous l'avez vu, mais globalement avec une répartition plus forte en hiver, début du printemps, et plus faible été-automne. Du coup, c'est cette différence finalement de précipitations qui créera des sécheresses plus importantes estivales et des risques de crues plus importantes hivernales. Du coup, voilà, ça se traduit par ces 2 paramètres-là principaux d'impact. Également, et là c'est d'actualité, il y a un impact aussi sur les sujets d'enneigement, par exemple dans les Vosges. Globalement, là ce qu'on estime, c'est que la limite d'enneigement, l'enneigement à 600 mètres va remonter à 900 mètres. C'est-à-dire qu'on va remonter de 300 mètres. Vous voyez, c'est comme si les Vosges s'affaissaient de 300 mètres en 2050. Du coup, ça impacte aussi l'activité des stations de ski ou l'activité en fait, des uns des autres. Mais ça, c'est des éléments que, voilà, maintenant, avec les modélisations de Météo France et les différents outils, ont à disposition chacun des personnes qui ont à gérer ce type de milieu. Fort de ce constat et de cette photographie finalement en 2050, le choix qui a été fait, c'est aussi à la fois au niveau national, mais également au niveau régional, de se dire comment on s'adapte, comment on anticipe ces sujets-là. Alors avec au niveau national, ça a été un plan eau qui a été annoncé par le président Macron et le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, qui visait plusieurs choses, mais notamment un objectif de sobriété, avec une trajectoire globale qui est de moins 10%. Moins 10% à l'horizon 2030. Voilà, des différents usages, et on le verra, c'est un des principaux préalables, c'est la question de sobriété. Au niveau régional, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs agricoles, forestiers, des transports, de la formation, pour identifier aussi 45 actions qui seront finalement les priorités de la région. Et je vous donnerai les liens également pour pouvoir télécharger ces documents. Ça permet de se dire ce dont on a besoin finalement pour réussir à s'adapter à cette photographie future. C'est des travaux qui avaient été également conduits sur Paris. Le Grand Paris avait également fait ces simulations d'impact en fait, du changement climatique pour pouvoir en fait, adapter ces politiques. Et du coup, on l'a également mené en Grand Est. Un des leviers principaux, on le verra, c'est également la question de comment on arrive à ralentir l'eau. Vous avez bien vu, un des enjeux, c'est beaucoup d'eau en hiver, printemps et moins en été, en utilisant au maximum les milieux naturels. Les milieux naturels, c'est les zones humides connexes au Rhin, c'est les nappes phréatiques. Et du coup, comment on arrive à remobiliser plus fortement ces milieux, parce que c'est nos éponges, c'est nos tampons, et c'est vraiment à partir de cela qu'on peut vraiment réussir à tamponner, également faire des îlots de fraîcheur en ville. Alors vous le voyez de plus en plus, on retire du macadam pour remettre de la végétalisation dans les villes. Tout l'enjeu, c'est de réussir à rafraîchir, à infiltrer l'eau là où elle tombe. Alors, du coup, cette ressource en eau, il y aura moins d'eau, certes, mais on a toujours à peu près les mêmes besoins. J'imagine que ça va créer des tensions. Enfin, comment est-ce qu'on gère justement ce partage de la ressource eau à l'échelle de la France et à l'échelle du Grand Est? Qui c'est qui arbitre finalement cet usage de l'eau?
Alors, oui, bon, ça, ce sera une question de savoir est-ce qu'on a affaire à des besoins, à des demandes. Mais peut-être, si vous voulez bien, avant de parler de la manière dont on la partage, en fait, cette eau en France aujourd'hui, on vous propose de présenter un peu d'abord ce qu'on compte, et en particulier ce que l'action publique compte. Et donc, ce qu'elle compte, alors là, moi, je vais vous parler plutôt à l'échelle nationale, donc c'est des prélèvements d'un côté et des consommations de l'autre. Alors, et c'est quoi le profil un peu de la France, en fait, avec ce type de données? En gros, voilà, on a 190 milliards de mètres cubes par an en France, en moyenne, et les prélèvements, c'est de l'ordre de 32 milliards, donc environ 20%. Alors, vous allez me dire, oh là, mais en fait, ça va. Enfin, comme l'a bien dit Benoît, il y a des milieux, en fait, aussi, et c'est pas une ressource qu'on cherche à complètement prélever ou consommer, en fait. Donc, c'est là où il faut toujours faire attention, en fait, avec, je pense, aux représentations et toujours voilà, se questionner, en fait, ce que ces chiffres nous disent. Et donc, sur ces prélèvements, il y en a 80% en moyenne qui se fait dans les eaux de surface, donc c'est-à-dire les rivières, les lacs, et 20% donc dans les eaux souterraines. Et alors, une particularité de la France, quand on regarde en fait le profil de prélèvement, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus de la moitié de ces prélèvements qui est dédié au refroidissement des centrales nucléaires à circuit fermé et des centrales thermiques à flamme. Et ça, en gros, c'est entre 16 et 20 milliards de mètres cubes par an. Et c'est variable un peu selon les années, mais ça, c'est les ordres de grandeur. Et voilà, si on compare à d'autres pays, c'est sûr que dans d'autres pays, en fait, ce serait pas, il n'y a pas le même source d'énergie, etc., qui est utilisée. Donc, du coup, par exemple, le plus gros préleveur en général, c'est plutôt l'agriculture avec l'irrigation. Mais dans le cas de la France, c'est on va dire, le nucléaire. Et là, je dis bien le nucléaire à circuit fermé, parce qu'en fait, les centrales nucléaires à circuit ouvert, elles ne sont pas comptabilisées dans ces prélèvements. Et donc les 50% restants, et c'est quand même aussi très significatif. Et les 50% restants, ils sont répartis par ordre décroissant entre la production d'eau potable, l'alimentation des canaux de navigation, qui, en particulier dans le Grand Est, il y en a, et l'irrigation des cultures et les autres activités industrielles qui sont en fait dans les comptabilisations, en particulier du ministère de l'Environnement, distinguées de la production d'énergie. Et donc ces autres activités industrielles, ça va être la chimie, le textile, la cellulose, etc., qui vont prélever de l'eau. Et donc, évidemment, ça peut être variable d'une année à l'autre et variable d'un territoire à l'autre. Et en particulier selon les territoires. Par exemple, les prélèvements pour l'irrigation, c'est de l'ordre de 30% des prélèvements totaux en Occitanie, 25% en région PACA et moins de 1% en Bretagne ou en Grand Est. Et les prélèvements donc, pour ces centrales nucléaires, c'est 10% des prélèvements totaux en Occitanie et 30% en Grand Est, etc. Les régions PACA et Bretagne, elles n'accueillent pas de centrales. Donc, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est au-delà de balancer des chiffres, c'est que je pense qu'on voit bien en fait, qu'on peut quand même assez difficilement se satisfaire de grandes catégories d'usagers et surtout peut-être de quantification nationale et annuelle pour comprendre en fait les situations de pénurie. Alors là, je vous ai parlé de prélèvements. Alors pourquoi on distingue les prélèvements et les consommations? Non, en fait, ces quantifications qu'on peut voir assez facilement, sur Internet, qui sont publicisées, c'est que parce qu'on considère qu'elles n'ont pas les mêmes impacts sur le milieu à proximité du lieu de prélèvement, puisque quand même quand même de toute façon affaire à un cycle de l'eau. Et donc, cette eau qui est consommée, à un moment donné, elle va redevenir de la pluie, mais pas au même endroit. Et donc, du coup, pourquoi on distingue les deux? Parce que, typiquement, par exemple, l'agriculture irriguée, elle consomme une grande part de l'eau qui est prélevée. Pourquoi? Parce que cette eau qui est prélevée pour l'irrigation des cultures, ça va participer à la production de biomasse. Et dans ce processus, il y a le phénomène d'évapotranspiration. Et donc, du coup, l'eau, elle va changer d'état. Et donc, du coup, elle n'est plus disponible, en fait, pour un usage à proximité.
Il y a d'autres profils d'usage, typiquement les usages industriels, même si en fonction du type d'industrie auquel on a affaire, ça ne va pas être forcément exactement les mêmes profils. Mais en général, on peut considérer que, en fait, il y a une bonne partie de l'eau qui est prélevée, qui, elle, va être restituée au milieu à proximité, et donc, du coup, qui n'est pas consommée. Mais pour autant, après, ça pose la question de la qualité, évidemment, de l'eau avec laquelle cette eau, enfin, de la qualité avec laquelle elle est restituée au milieu. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de normes aussi, en fait, pour gérer ces rejets. Parce que sinon, ça peut être aussi un risque de pénurie, quelque part, d'eau de bonne qualité. Voilà. Et donc, du coup, ce qui revient au milieu, c'est avec une qualité plus ou moins dégradée et avec l'enjeu que ça n'empêche pas un usage à l'aval et que ça permette quand même au milieu aquatique aussi de fonctionner. Et donc, du coup, voilà. Donc là, c'était un peu les grands chiffres à l'échelle nationale. Oui, j'imagine que sur le Grand Est, on a des spécificités liées à l'agriculture, par exemple. Est-ce qu'on est sur les mêmes chiffres et les mêmes disponibilités en eau ? Alors, justement, on a moins de consommation agricole que la moyenne française, parce qu'on a beaucoup de cultures qui ne sont pas irriguées. Alors, on a en gros 2 secteurs d'irrigation principales, qui sont la plaine rhénane et la zone de la Marne et de l'Aube. Du coup, avec un global de consommation par l'agriculture qui varie d'une année à l'autre, mais de 5 à 8%. En revanche, là, vous voyez la tendance d'évolution sur ce graphique entre 2016 et 2022 des prélèvements en eau en région. Ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est qu'on a une tendance à la baisse. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une démarche de sobriété, et ça, je pense que c'est important de le saluer, de le dire, parce qu'on entend beaucoup parler des fois des prélèvements à la hausse. Ce n'est pas le cas. Alors, on était aussi une région qui était riche en eau, sur lequel le sujet principal, c'était le sujet de qualité. Du coup, on a des marges de manœuvre en termes de sobriété en eau que n'ont peut-être pas d'autres secteurs, d'autres régions qui étaient déjà dans des conditions de manque d'eau. Et ce qui veut dire que, là, vous le voyez, à la fois en termes d'économie sur l'alimentation des canaux, Sarah l'a indiqué, on est la 2e région de France en termes de linéaire de canaux, ça veut dire des prises dans les rivières pour alimenter ces canaux. Alors, une partie de l'eau est restituée via des infiltrations dans le milieu ou via de l'évaporation, mais on estime qu'en région, environ 45% des prélèvements sont réalisés pour les canaux. Ensuite, on a l'industrie, l'eau potable, à hauteur de 18 et 10%. Et voilà, c'est des usages, et ces différents usages sont dans un rythme de réduction. L'industrie, j'étais encore il y a quelques semaines chez Pont-à-Mousson, c'est une entreprise qui fabrique l'ensemble des tuyaux, des fonderies à Pont-à-Mousson même. Ils sont passés de système de refroidissement en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'en gros, ils prélevaient dans le canal et ils refroidissaient en direct, des systèmes de refroidissement en circuit fermé, et du coup, c'est tout de suite plusieurs millions de mètres cubes économisés, vous voyez, pour une entreprise de cette taille. Et on a de plus en plus d'entreprises. J'ai bien cité également l'entreprise Petit Bateau à Troyes, qui fabrique nos produits. Ils sont quasiment à zéro consommation d'eau, c'est-à-dire qu'ils récupèrent l'ensemble des eaux pluviales sur les toits, ils réintègrent dans le process, et en fait, en circuit fermé, en travaillant au maximum sur la réutilisation des eaux. Alors, il y a juste l'eau potable vraiment pour les salariés, mais le reste du process est vraiment en circuit fermé. C'est intéressant de voir qu'en tout cas, les entreprises font un grand pas en matière d'économie d'eau. Alors, je reviens du coup sur ma question initiale. Finalement, cette ressource dont on a besoin partout, qui c'est qui fait la police sur comment on l'utilise, où, à quel endroit ? Alors, en France, depuis le début des années 90, l'action publique, elle distingue un peu 2 situations, ce qu'on appelle le manque d'eau conjoncturel, les sécheresses, et puis après le manque d'eau plus structurel. Alors, ce manque d'eau conjoncturel, on peut partir de ce que tout le monde connaît, les restrictions d'eau en été, qui sont, elles, pilotées par les services de l'État, avec d'ailleurs une police spécialisée, la police de l'eau. Et c'est quand il n'y a plus assez d'eau pour satisfaire l'ensemble des usages anthropiques en fait, qui ont fait l'objet d'autorisation sans porter atteinte au milieu. Et donc, du coup, là, il faut restreindre. Mais peut-être ce qu'on connaît moins, en fait, c'est tout le travail qu'il y a en amont et en aval de ces restrictions. Alors, en amont, il y a quoi ? Il y a le travail en fait d'hydromètres d'État
qui sont dans les services de l'État et qui vont produire en fait les données à partir de stations de mesure qui d'ailleurs n'ont pas été peut-être le plus souvent choisies pour leur capacité à mesurer les étiages, c'est-à-dire les bas débits, peut-être plutôt pour les crues et les inondations, si c'était ça les problématiques qui étaient importantes au moment où ces stations elles ont été mises en place. Et qui s'appuie sur des infrastructures qui ont été plus ou moins bien maintenues en fonction des investissements qu'on y a mis. Et donc là, alors, y a une photo, alors pour ceux qui nous écouteront et qui ne nous voient pas, qui est intéressante parce qu'on voit en fait des hydromètres, ils sont nombreux là dans une rivière. Et en fait, c'est qu'ils font un travail un peu d'intercomparaison. Ça, c'est très important pour les hydromètres, c'est-à-dire d'essayer de voir si, en fonction des systèmes de mesure qu'ils utilisent, en fait, voilà, un peu est-ce qu'ils retombent sur les mêmes chiffres en termes de vitesse de l'eau, etc. Donc, il y a tout un travail d'intercalibrage et de travail en réseau, etc. Et donc il y a la mesure, la mesure pour prendre des mesures. Et il y a aussi un travail de zonage en fait qui va être fait, c'est-à-dire qu'avec ces données, mais aussi en interaction parfois étroite avec certains porte-parole d'usage de l'eau, en particulier l'agriculture, les services de l'État ils produisent donc voilà des zonages et aussi des seuils de débit, c'est-à-dire des niveaux de débit qu'on considère importants de ne pas aller en dessous. Parce que sinon, soit ça va poser trop de problèmes à l'aval, soit parce qu'il n'y aura pas de capacité auto-épuratoire des cours d'eau ou de dilution suffisante, par exemple, ou parce que ça empêcherait aussi d'autres prélèvements qui sont jugés importants, etc. Voilà, sachant que quand même la priorité, elle est à l'eau potable. Et donc, du coup, avec ces zonages et ces seuils, c'est en fonction de ça ils vont aussi définir des mesures de restriction qui vont être différentes selon les catégories d'usage de l'eau, c'est-à-dire selon leurs caractéristiques. Là, on en revient aux questions aussi de prélèvement et de consommation. Par exemple, pour l'usage domestique, et puis aussi de ce qu'on va considérer comme un besoin essentiel ou pas. Typiquement, pour l'usage domestique, ça va être la question des piscines et interdiction de remplir sa piscine. Et pour les irrigants, ça va être plutôt de chercher à organiser des tours d'eau. Et donc, en aval, c'est là en fait qu'on retrouve donc cette police de l'eau. Mais avant l'activité en fait de contrôle de l'application des mesures, l'État il communique, par exemple avec un site là qui s'appelle Vigio. Et ce qui est peut-être important de retenir, c'est que toutes ces étapes, elles sont complexes parce que il n'y a pas forcément toujours beaucoup de données et plus globalement aussi des moyens humains qui sont limités et qui leur sont dédiés. Mais aussi, peut-être surtout, parce qu'il est difficile de légitimer et de mettre en pratique ces restrictions. Et donc, elles sont toujours quand même aussi très largement négociées avec les usagers de l'eau. Et donc, là, je vous ai parlé de ce qui se passe quand il y a une sécheresse. Et là, ces dernières années, en fait, on en a vécu plusieurs. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, dans des territoires où on considère, en fait, qu'il y a un manque d'eau plus structurel ? En fait, qui n'est pas lié à une anomalie, on va dire, de la pluviométrie par rapport à la moyenne. Alors effectivement, donc il y a des territoires en fait où le déséquilibre entre la ressource disponible et les usages, il est donc chronique, structurel. Ça concerne le sud-ouest, ça concerne des territoires sur la façade atlantique, ça concerne aussi un certain nombre de territoires dans le bassin parisien, ça commence à concerner également le Grand Est. Et donc, dans ces territoires, il est nécessaire de prendre en fait des mesures par des arrêtés sécheresse, en fait, de prendre des mesures de régulation des usages de manière très fréquente, même en dehors en fait d'épisodes de sécheresse particuliers. Et c'est évident qu'on ne peut pas donc gérer ces situations de déséquilibre structurel comme ça au coup par coup en faisant chaque année, donc en ayant recours chaque année à ces mesures prises par les services de l'État, par la police de l'eau. Et il faut donc engager une démarche qui est différente, qui vise à planifier le retour à une situation d'équilibre. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même situation que la gestion de crise ou la gestion conjoncturelle qui est donc pilotée par les services de l'État. À la fin, c'est le préfet qui prend les arrêtés sécheresse. Là, on est en fait dans une démarche qui s'inscrit dans la tradition un peu participative en fait de la gouvernance ou de la gestion de la ressource en eau. C'est-à-dire que ça va être une démarche qui est à la fois politique et technique.
elle est politique parce que en fait, on va confier la responsabilité donc d'organiser ce partage de la ressource en eau aux personnes, aux acteurs qui sont concernés en fait par cette question du partage. Les acteurs qui sont concernés par la question de l'enjeu du partage, c'est des élus, des usagers de la ressource et bien entendu les services de l'État. Donc des élus territoriaux, des usagers, des représentants des différents usages, les usages agricoles, les usages urbains, des usages de loisirs, mais également donc des représentants de des besoins du milieu aussi, des fédérations de pêche ou des associations naturalistes. Et puis donc on retrouve aussi les services de l'État. Et ces acteurs qui sont donc concernés à l'échelle de ce territoire par cette situation de déséquilibre, ils vont se rassembler ils peuvent être rassemblés dans des structures, des institutions qui existent depuis les années 90 et dont vous avez peut-être entendu parler avec la métaphore des parlements de l'eau. On parle des parlements de l'eau, des petits parlements, des parlements de l'eau, et ça désigne ces assemblées donc tripartites. Dont vous avez ici une carte et à l'échelle donc des bassins versants, ça s'appelle les commissions locales de l'eau. Aujourd'hui, les commissions locales de l'eau, il y en a sur un peu plus de la moitié du territoire national. Vous en avez ici la carte qui apparaît. Alors on voit qu'il y a des disparités régionales assez importantes. Elles sont très largement développées sur toute la façade ouest du territoire, également dans le sud-est, un peu moins encore à ce stade dans la région Grand Est, mais on va y revenir après. Ça ne veut pas dire, il y a une grande zone, il y a des grandes zones là qui apparaissent un petit peu en violet là, où il n'y a pas de commission locale de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'institution pour organiser le partage si la question du partage se pose. Ça peut être d'autres dispositifs. Là, c'est uniquement celui donc des commissions locales de l'eau. Alors. Ces commissions locales de l'eau, donc c'est là où on va commencer à enclencher en fait le mécanisme donc de partage, et ça suppose, pour pouvoir organiser ce partage, de connaître ce qu'on appelle la ressource disponible ou le volume prélevable. Le volume prélevable, c'est celui qu'on va pouvoir donc prélever dans la ressource sans mettre en danger la pérennité des milieux aquatiques qui dépendent en fait de cette ressource. Ça, c'est un élément extrêmement important. On va se retrouver dans la détermination de ces volumes prélevables avec le même type de difficultés que celles qui ont été évoquées par Sarah. C'est-à-dire que pour les calculer, il faut disposer de chroniques de données, il faut pouvoir qualifier l'état connaître l'eau qui circule, l'eau qui coule dans les rivières, l'eau qui est présente dans les nappes phréatiques. Ça suppose donc d'avoir des données, ça suppose de faire de la modélisation, et tout ça est très compliqué. Déterminer quel est le niveau qui est nécessaire pour assurer la pérennité des espèces aquatiques qui sont inféodées au milieu, tout ça, c'est pas évident. Il y a plusieurs méthodologies, des modélisations qui sont très sophistiquées. Et donc, compte tenu des enjeux qui sont sous-jacents à la détermination de ces volumes prélevables, parce qu'à la fin, ça va être de dire il va falloir diminuer les prélèvements de 10, 20, 30 ou 40%. En fait, ces calculs techniques, ils sont environnés par des jeux d'acteurs, des tensions, des conflits. Et il y a des rapports, comme c'est évidemment des sujets extrêmement d'actualité, il y a des rapports publics qui évoquent des batailles de chiffres à propos de la détermination de ces volumes prélevables. Dans certains départements, la profession agricole a demandé des moratoires sur la poursuite des études visant donc à déterminer ces volumes prélevables. Donc on est sur des sujets techniques, mais en fait qui sont extrêmement sensibles. Alors ensuite, donc je disais que c'était un processus à la fois donc politique et technique. Il est politique parce que donc on a ces acteurs qui sont réunis donc dans ces commissions locales de l'eau ou dans d'autres types de dispositifs, dont d'autres institutions dont Benoît parlera tout à l'heure pour la région Grand Est. Il est ensuite technique parce qu'on a ces calculs, et il redevient politique lorsqu'il s'agit, une fois qu'on a déterminé quel est le volume prélevable, il s'agit de se répartir la ressource prélevable entre les différents usages et de déterminer l'effort, de répartir l'effort d'ajustement en fait. Donc s'il faut diminuer de 30%, comment on va répartir cette baisse entre les différents usages. Et on parvient donc, c'est l'image, c'est voilà, ces institutions là, c'est
parviennent à se mettre d'accord et à se répartir entre grandes catégories d'usagers ce volume prélevable, comme on le voit ici dans ce document qui est extrait de ce qu'on appelle un règlement, en fait, ces commissions locales de l'eau. Elles ont la capacité à produire un droit de l'eau territorial, adapté donc à la situation du territoire, et qui répartit la ressource entre les différents usages. Et on voit ici, donc, c'est précis, 58,8% affectés donc, de la ressource disponible affectée à la production d'eau potable, 39,7% affectés aux usages agricoles et 1,5% affectés aux usages industriels. Donc, on a toute cette répartition de la ressource disponible qui se fait entre les différents acteurs. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est comment, lorsqu'il y a un ajustement à la baisse en fait, qui a été programmé, comment est-ce qu'on y parvient? Et là, on peut y parvenir. Ce qui serait le plus logique, c'est en jouant sur la demande, c'est-à-dire en essayant de diminuer justement les demandes qui s'exercent sur la ressource, que ce soit donc la demande urbaine, que ce soit la demande agricole, la demande industrielle. Benoît a déjà parlé d'un certain nombre d'exemples. Mais agir sur la demande, ça suppose des ajustements qui sont compliqués. Parce qu'il faut modifier des habitudes, il faut modifier des stratégies ou des filières agricoles, il faut modifier des process industriels. Et donc, le réflexe qui est hérité aussi de cette période d'abondance qui était encore quand même celle des années 60, de la période qui précédait, ça va être quand même plutôt d'essayer d'aller encore augmenter, chercher d'autres eaux et pour pouvoir augmenter l'offre d'eau en fait, pour essayer de justement minimiser l'effort de diminution de la demande. Et donc ça va déboucher sur des options en fait fondées essentiellement sur le développement d'ouvrages hydrauliques plus facile à mettre en œuvre. Mais avant que Sarah vous en parle, on va donc passer la parole à Benoît pour nous préciser, qui va nous expliquer comment ces institutions de partage de l'eau, partage structurel, se mettent en place dans la région Grand Est. Bravo. En région, et on a cet enjeu de structurer des mini-parlements de l'eau sur les secteurs. Historiquement, on les a mis en place là où il y avait un sujet. Là où il y avait un sujet de qualité d'eau, c'est le cas de la nappe rhénane. La nappe rhénane, 35 milliards de mètres cubes, une des plus grandes nappes d'Europe, qui est sous vos pieds là. Elle a un enjeu premier qui était l'évolution de sa qualité d'eau, on y reviendra, mais qui a justifié en fait que les différents acteurs, les industriels, les communes, les agriculteurs, les associations se mettent autour de la table pour dire quel est l'enjeu, et du coup on structurait ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est une des secteurs hachurée verte que vous voyez à droite de la carte, sur lequel s'applique un objectif qui est de dire on souhaite continuer à produire de l'eau potable sans traitement ici sur cette nappe. Et pour éviter d'avoir à dépolluer, ça veut dire travailler à l'amont pour éviter un impact sur cette nappe. Ça, c'est un exemple sur cette nappe rhénane. Un autre exemple est dans ces secteurs toujours hachurés verts, c'est les bassins miniers, les anciens miniers ferrifères en Lorraine ou houillers, sur lesquels là c'est d'autres phénomènes. Ces phénomènes, quand on arrête d'extraire dans les mines, on stoppe les pompes d'exor, le niveau d'eau remonte dans les galeries et ça crée des réservoirs miniers, des réservoirs d'eau intéressants, et c'est notamment le cas du bassin ferrifère, sur lequel on est en train de suivre en tout cas l'évolution des qualités d'eau. Ce sera probablement une ressource très intéressante d'eau dans les années à venir, mais on est en train justement d'analyser cette évolution. C'est le cas également du bassin houillé, où là, l'eau remonte jusqu'à affleurer. Et du coup, là, on a un enjeu presque de trop d'eau, vous voyez, sur la secteur, sur la frontière nord. Un autre exemple de secteur où s'est mis en place ce SAGE, c'est autour de Vittel, avec, je pense que vous l'avez vu dans la presse, des sujets autour de Nestlé Waters, sur des questions de prélèvement. Et là, effectivement, on avait un enjeu de surprélèvement par rapport à la recharge de la nappe annuelle. Et du coup, à une baisse progressive du toit de la nappe. Et du coup, c'est ce travail qui a été mené avec l'industriel, les collectivités, les différents acteurs, pour arriver à un équilibre de pompage. Et maintenant, ça y est, le niveau de la nappe commence à remonte. Et du coup, l'équilibre est en train d'être trouvé sur ce secteur des grès du Trias inférieur. Et enfin, sur l'ouest de la région, on est sur le secteur nappe de Champagne, sur le système Crayeux.
où là, on va avoir un enjeu qui rejoint ce qu'a indiqué Rémi, c'est-à-dire de volume prélevable maximum pour éviter d'impacter les ruisseaux en surface. Et du coup, on est en train d'enclencher cette dynamique de calculer ces volumes prélevables maximum. Et ensuite, chaque acteur aura un volume prélevable maximum qui permet en tout cas de continuer d'alimenter les cours d'eau. Vous le voyez en région, il y a quand même des trous. Alors, ils ne sont pas complètement blancs parce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent. Je pense par exemple à l'axe, toute la Meuse, la rivière Meuse, qui part ensuite en Belgique, aux Pays-Bas. La région, c'est un petit tronçon. Pour autant, ça refroidit la centrale nucléaire de Chaux. Du coup, il y en a un enjeu vraiment de débit dans cette rivière pour assurer ce refroidissement. Mais derrière, il y a 7 millions de Belges qui sont alimentés via le canal Albert par cette rivière. Et derrière, il y a aussi aux Pays-Bas des enjeux de stabilité de digues, de production agricole. Et du coup, cette gestion globale, typiquement sur ce type de bassin versant, se fait au travers d'une commission internationale. Cette fois-ci, on dézoome et on a une relation. Alors, c'est l'État français qui représente en France, aux côtés de la Belgique et des Pays-Bas, sur la Commission internationale de la Meuse. Et on va avoir des démarches similaires sur la Moselle et sur le Rhin, en partenariat avec l'ensemble des acteurs du bassin versant du Rhin. Un des enjeux dans les années à venir, ça va être de couvrir l'ensemble de la région de ces SAGE, de ces petits parlements de l'eau, et on s'y déploie dans les années à venir. Et on peut revenir maintenant aux ouvrages hydrauliques. Du coup, oui, on parlait des solutions techniques pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la ressource en eau, même quand la quantité d'eau était plus faible. Et je vais juste vous demander d'être assez concis sur cette partie, parce que j'aimerais qu'on garde du temps pour parler de l'eau potable à la fin. Donc, voilà. Ok. Donc, comme ça a été dit, on voit bien qu'il y a des choix un peu politiques d'allocation d'eau et d'autorisation de rejet qui ont sédimenté un peu dans tout un tas d'infrastructures dans un contexte national plutôt globalement d'abondance d'eau, où il y a cette idée en fait que quelque part, une pénurie locale, elle peut toujours se gérer justement par des solutions techniques qui permettent d'amener de l'eau d'ailleurs ou de la stocker quand elle est là pour quand il y en a moins. Et du coup, on a affaire à des changements hydroclimatiques qui fragilisent en fait tout ça. Mais comme le disait tout à l'heure très bien Rémi, en fait, on voit bien que c'est quand même très complexe d'arriver à jouer vraiment sur la demande et aussi à voir comment concrètement on peut se partager en fait les efforts environnementaux, les efforts de sobriété. Et donc du coup, il y a toujours un peu un attrait pour ces solutions d'augmentation de l'offre. Et donc, un cas emblématique dernièrement, c'est les bassines. Et donc, quelque part, la logique en fait de ceux qui les promeuvent, c'est de dire, au fond, il y a des droits d'eau historiques qui vont plus pouvoir être en pratique activés, alors qu'à production constante, là je parle de production agricole, comme il va y avoir une hausse de l'évapotranspiration, du coup, il y aura un manque d'eau et donc des besoins non satisfaits. Et donc, quelque part, un peu ces stockages, c'est une manière d'opérer une réallocation artificielle pour corriger celle du climat. Et ouais, mais la question, c'est du coup à quel prix ? Parce que on l'a bien vu aussi que quelque part, c'est compliqué de vraiment réguler les usages de l'eau dans les rivières ou dans les nappes. Et donc, du coup, il y a quand même un risque d'invisibilisation des perdants, dont les utilisations de l'eau vont être rendues plus difficiles ou coûteuses, voire même impossibles par cette nouvelle mise en valeur. Comme je disais, la connaissance et la surveillance des usages, elle est encore pas forcément trop développée. Et donc, du coup, les usagers qui seraient, par exemple, pénalisés par cette infrastructure, ils auront quand même beaucoup de mal à démontrer leur préjudice et finalement peu de possibilités de recours. Et puis aussi, s'il y a eu un conflit quand même autour de ce projet, c'est parce que ça pose vraiment la question derrière, au fond, est-ce que... quel type d'agriculture on vient soutenir en fait avec ce type d'ouvrage, parce que dans le domaine agricole, la modernisation agricole, donc des 30 glorieuses ou ravageuses selon la perspective, en fait, ça suppose des investissements croissants qui ne sont rentabilisables que sur des exploitations toujours plus grandes. Et donc du coup, des craintes, c'est qu'en fait, ça crée quelque part de nouveaux ayants droit, des exclus aussi, dans un contexte où à l'horizon 2030, il y a quand même la moitié des agriculteurs à l'échelle nationale qui va partir à la retraite. Et donc du coup, est-ce que finalement derrière, on ne vient pas soutenir en fait un modèle qui
génèrent aussi beaucoup de dégâts et dont la viabilité dans le nouveau régime climatique est en question. Alors voilà, il y a un autre exemple là, qui est représenté derrière, qui est Aquadomitia, hein, qui est un tuyau, en gros, qui prend de l'eau du Rhône pour, aujourd'hui, il va jusqu'à Narbonne. Et voilà, c'est un projet qui a été débattu, aussi controversé depuis les années 90. Au départ, ça devait aller même jusqu'à Barcelone. Et là, actuellement, en fait, suite aux sécheresses, en fait, terrible qu'a subi les Pyrénées-Orientales, évidemment. Il y a la question de dire, mais au fond, est-ce que ce tuyau, on ne pourrait pas le ramener jusqu'aux Pyrénées-Orientales et qu'il ne s'arrête pas à Narbonne. Et pour résoudre les problèmes en fait, de manque d'eau des agriculteurs. Le problème, en fait, c'est qu'il y a quand même un risque, c'est que cette promesse en fait, d'acheter un peu une paix sociale aussi, elle ne soit pas tenue, parce qu'en fait, il y aura toujours... des exclus, en fait, et toujours des gens qui vont venir toquer à la porte. Et puis, en plus, ça pose évidemment tout un tas de problèmes parce que cette eau qui est prise du Rhône, elle était déjà très certainement utile à d'autres et au milieu dans le Rhône. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ces infrastructures, elles coûtent très cher et elles ne sont jamais financées par les usagers directs. Et donc, du coup, évidemment, il faut qu'elles soient jugées légitimes. Et voilà. Et puis ces grandes innovations aussi ont un coût aussi sur l'environnement, j'imagine, et sur les espaces naturels. Donc c'est pas forcément des solutions idéales sur le long terme. Alors toutes ces solutions dont on vient de parler, elles concernent beaucoup l'eau d'irrigation, ce qu'on utilise en agriculture. On n'a pas encore parlé des réservoirs d'eau potable qui sont peut-être les réservoirs les plus importants puisqu'on a besoin de boire en tant que citoyen. Alors comment est-ce qu'on s'assure justement dans un futur proche, plus lointain, que tout le monde ait accès à l'eau potable de façon durable ? Alors effectivement, c'est un sujet. Juste un petit commentaire sur la diapositive, enfin sur l'image du projet Jourdain là qui vient de disparaître, puisque ça fait vraiment le lien avec justement l'alimentation en eau potable. Le projet Jourdain, en fait, c'est en Vendée. Hein, c'est un des territoires sur lesquels il y a beaucoup de tensions sur la ressource, y compris donc pour l'alimentation en eau potable. Et c'est le premier projet en France de réutilisation des eaux usées, donc les eaux usées qui sortent de stations d'épuration et qui sont donc retraitées pour ensuite refabriquer avec de l'eau potable. Donc ça nous amène effectivement à cette problématique de l'usage eau potable, qui est un usage de la ressource en eau évidemment majeur. Et l'image qui va maintenant apparaître, alors c'est une jolie image, c'est une publicité, ça peut paraître un peu surprenant, c'est une publicité des années 20 pour inciter les gens en fait à s'abonner à ces réseaux, aux réseaux donc sous pression, qui nous paraissent si évidents aujourd'hui. Mais il a fallu convaincre les gens. Et cette belle image qui en dit long aussi sur les représentations et les modèles familiaux dans les années, donc il y a un siècle en fait, avec les différents rôles qui sont attribués notamment au père et à la mère. Elle témoigne en fait de cette magnifique épopée industrielle, politique, juridique aussi, et qui a abouti donc à la généralisation de l'eau potable à domicile, le confort moderne, eau et gaz à tous les étages et même dans tous les appartements. Et nous sommes aujourd'hui les héritiers en fait d'un siècle et demi de cette épopée de l'eau potable qui a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'argent, et ce qui nous a légué un patrimoine considérable. On a à peu près 900 000 kilomètres de canalisation d'eau potable, on a des milliers d'usines. Et c'est ça qui a permis cette généralisation ou cette universalisation de l'accès à l'eau potable pour tous, qui est une très grande réussite en matière d'hygiène publique et de santé publique. Sauf que dans les années 80-90, cette belle image, elle se ternit un peu, et notamment donc conjonction à la fois, les plus anciens se rappelleront de cette période où on parlait des nouvelles formes de pauvreté, etc. Donc il y a des enjeux de pauvreté qui se développent ou qui réapparaissent. Et puis on a également donc des situations où le prix de l'eau il augmente. Et pas mal d'associations en fait caritatives vont en fait commencer à recevoir des demandes de gens qui viennent les voir pour obtenir des aides pour payer leurs factures d'eau ou leurs charges liées à l'eau.
Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, en fait. Et comme cette situation, elle se répète, ces différentes associations caritatives vont s'allier avec d'autres acteurs, avec aussi des chercheurs, avec des politiques, et elles vont donc entreprendre de faire reconnaître un nouveau problème parallèlement à d'autres associations, d'autres acteurs qui se battaient pour faire reconnaître l'enjeu de la précarité hydrique, des gens qui avaient du mal en fait, de la précarité énergétique, des gens qui avaient du mal à payer leur facture d'énergie. Eh bien, ces acteurs-là donc font reconnaître le problème de la précarité hydrique. C'est d'abord en fait le problème donc de ceux pour lesquels c'est difficile de payer leurs charges liées à l'eau. Ça, c'est la dimension économique de la précarité hydrique. Mais il y a aussi, et c'est ce qui illustre cette image, l'enjeu, en fait, la deuxième dimension en fait, de cette précarité hydrique, c'est la difficulté, c'est simplement les gens qui ne sont pas raccordés au réseau. Les gens qui ne sont pas raccordés au réseau, et là on les voit ici, c'est les gens du voyage qui s'installent dans des endroits qui ne sont pas forcément équipés en fait, de prise d'eau. Alors là, il y a une prise d'eau qui a été équipée, donc ils ont cet accès, mais il faut penser aussi aux 300 000 sans-abri qui, évidemment, par définition, donc, n'ont pas accès, en fait, ne sont pas raccordés au réseau. Donc, cette belle réussite du réseau, on voit que cette universalisation, elle n'était pas finalement pleinement aboutie. Et progressivement, la mobilisation de tous ces acteurs va contribuer à faire évoluer en fait la réglementation. Donc d'abord, les usagers en difficulté vont se voir reconnaître le droit à bénéficier d'une aide pour payer leurs charges liées à l'eau. Ensuite, il y a quand même un tournant important en 2006, une grande loi sur l'eau qui instaure le droit d'accès à l'eau pour tous, à un coût abordable. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, mais c'est un coût qui doit être abordable. Et enfin, une troisième grande évolution, ça a été l'interdiction des coupures d'eau. Voilà, qui sont dorénavant illégales. Alors après, toute la difficulté, c'est de pouvoir rendre effectif en fait ce droit à l'eau qui a été inscrit dans le droit français en 2006, qui a été réaffirmé récemment par une directive européenne. Et pour cela, les collectivités peuvent activer une palette de leviers, peuvent mettre en place des aides, et elles peuvent également jouer sur la tarification. Et c'est ce qu'illustre ce schéma, où il s'agit donc, c'est une collègue qui développe donc un logiciel en fait pour essayer de diminuer ce qu'on appelle la pauvreté en eau à l'échelle d'une collectivité. Là, c'est une commune des Landes, quelques milliers d'habitants. Et la pauvreté en eau, on considère que les gens sont pauvres en eau lorsque le poids de leurs charges liées à l'eau dépasse 3% de leurs revenus. Bon. Et donc là, on voit bien que cette pauvreté en eau, enfin on le voit bien, c'est un peu flou, mais on voit bien que cette pauvreté en eau, elle est extrêmement concentrée dans le premier décile, c'est-à-dire dans les 10% des gens qui ont les plus faibles revenus, et ils sont quasiment tous pauvres en eau. Et tout l'objet en fait de ce logiciel de tarification solidaire, c'est d'essayer de jouer sur la tarification, de mettre en place des prix, par exemple des premières tranches de consommation à coût nul, de jouer sur la tarification pour diminuer donc cette pauvreté en eau. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle la tarification sociale de l'eau. Ça, c'est le problème de l'accès. Et puis, pour terminer, donc, sur ces questions liées à l'eau potable, il y a un adjectif qui est important, c'est celui de c'est potable, et donc la potabilité de l'eau. Alors oui, ça on peut passer sur cette image, je pense, et enchaîner donc sur la question de la potabilité. Alors la potabilité, comme vous le savez, donc elle est définie par une batterie de critères qui sont évolutifs, qui peuvent être contestés, mais globalement, donc parvenir à distribuer une eau de qualité potable, ça repose sur l'enchaînement de 3 grands leviers. D'abord, essayer de choisir les ressources en eau qui soient de la meilleure qualité possible. Et donc, on va privilégier souvent les ressources souterraines. Il y a à peu près 2/3 de l'eau qui va servir à fabriquer l'eau potable qui vient des ressources souterraines, parce que c'est celles qui sont de meilleure qualité à la base, mieux que l'eau des rivières. Ensuite, on a ce qu'on appelle la protection au niveau des points de captage. Donc ça, c'est pour préserver en fait contre les pollutions accidentelles. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de dépôt de produits chimiques à proximité d'un point de captage d'eau. Et puis donc, on a le 3e étage, c'est l'usine de potabilisation où on va pouvoir, et cette usine donc de potabilisation, ça permet d'une certaine manière d'assurer une forme de déconnexion entre la qualité de l'eau qu'on va puiser dans le milieu et l'eau qu'on va distribuer. Parce qu'avec le génie sanitaire, on sait en gros fabriquer de l'eau potable à partir de n'importe quelle qualité d'eau. Sauf que ce système donc,
qui s'est progressivement constitué, donc il est débordé en fait à partir des années 80 par le phénomène dont on entend parler un peu tous les jours et de plus en plus, le phénomène des pollutions diffuses. C'est d'abord les pollutions diffuses agricoles, qui sont rejointes, et vous avez sans doute suivi dans l'actualité, par toutes les autres pollutions diffuses liées à ce qu'on appelle les micropolluants, qui sont donc présents en très petite quantité, mais qui sont toxiques, et qui sont bioaccumulables, qui sont persistants, donc qui ont des effets sanitaires. Et ces micropolluants, ils peuvent être, alors on peut inclure dedans les pesticides, les résidus de pesticides, etc. Mais en fait, ils sont aussi d'origine urbaine et d'origine industrielle. On est tous des émetteurs en fait de micropolluants à travers quand on prend des médicaments et quand on fait pipi après, on injecte on relâche des micropolluants au bout du compte dans le milieu parce qu'ils ne sont pas arrêtés dans les stations d'épuration. Donc ce système, il est débordé par ce problème des pollutions diffuses. Et là encore, la solution, disons un peu le réflexe, et c'est le plus simple, parce que c'est juste une solution technique, ça va consister à renforcer les traitements de potabilisation, le génie sanitaire, ou aussi essayer de renforcer le traitement donc, dans les stations d'épuration pour capter le maximum de ces micropolluants. Sauf que ça représente un coût faramineux. C'est évidemment pas pérenne parce qu'on va retomber sans arrêt sur des nouveaux micropolluants et qu'on va devoir donc renforcer les traitements de potabilisation ou les traitements d'épuration. Et puis, c'est générateur d'inégalités parce qu'à un moment donné, il y a les collectivités qui vont avoir les moyens de se payer ce genre de système et celles qui ne l'auront pas. Et donc, on va rejouer des disparités, notamment entre des milieux urbains très denses, région parisienne par exemple, et des milieux ruraux. Et donc, là encore, l'enjeu là-dessus, c'est d'agir donc de manière préventive et de modifier les pratiques, de modifier l'usage des sols, d'inciter les agriculteurs à passer à des techniques à bas niveau d'impact, mais aussi d'agir sur la fabrication et la mise en marché des produits chimiques. Et ça, c'est une autre affaire. Cette question donc des impacts sanitaires, elle se pose également dans... À l'échelle du Grand Est et de la région Alsace, peut-être, voilà. Je pense qu'il y a des choses à dire justement sur la qualité de l'eau à disposition et quelles sont les mesures qui sont prises pour empêcher de dégrader cette qualité de l'eau. Oui, on est également concerné. On estime que dans la région, il y a environ 14% des puits de captage qui sont impactés par les nitrates ou des phytosanitaires. Et voilà, ce constat-là, on l'a également au niveau spécifiquement de la nappe rhénane, où tous les 6 ans, on fait une photographie de la qualité de la nappe. On analyse 500 points. Et là, c'est ce qui a été publié fin d'année dernière. Vous pouvez le voir sur le site de l'APRONA, l'Association de protection de la nappe d'Alsace, sur les travaux d'un programme qui s'appelle Hermès, et qui a conclu, et c'était en 2016, qu'on était passé de 10 à 30% des points qui dépassaient les normes en pesticides. Et du coup, là, il y avait vraiment une prise de conscience globale des différents acteurs en se disant attention, là, ça va très fort. Autant les nitrates, on a réussi à les stabiliser, mais les phytosanitaires étaient en croissance. Et avec notamment, globalement, des herbicides pour le maïs, pour la betterave. Du coup, voilà, on cible et on se dit, mais alors comment on fait ? On a travaillé du coup depuis 2019 avec des groupes d'agriculteurs sur les différents captages concernés. Et vous les voyez sur la carte de droite. Alors, on est passé de 19 à 50 captages, mais sur lequel on regroupe à la fois la collectivité, le groupe d'agriculteurs, mais également les coopératives agricoles, ou les acteurs en charge du foncier, en charge du machinisme agricole. Pour développer des contrats de solutions adaptés à chacun des captages. Et c'est ce qui fonctionne, c'est-à-dire qu'en 3 ans, on a réussi à baisser de 30% les herbicides sur ces captages. Et du coup, il y a déjà des résultats et ça vient. Alors, ça veut dire des fois changer les cultures, aller travailler sur comment on réalloue des cultures aussi de l'élevage, c'est-à-dire des prairies, mais ça veut dire des filières derrière, de valorisation du lait, de la viande issue de ces prairies. Ça veut dire des cultures en biologique, ça veut dire des herbages mécaniques potentiellement à renforcer, ou des échanges de parcelles entre agriculteurs. Et tout ça, c'est vraiment adapté à chacun des captages. Mais on le voit en tout cas dans cette initiative-là, c'est qu'on peut réussir en tout cas à récupérer les qualités d'eau. Et souvent, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller traiter à l'aval, où là, on parle de plutôt des fois dizaines de millions d'euros. C'est le cas de par exemple la Haute-Sorne.
c'est un sujet, voilà, on estime environ 15 millions d'euros le coût de traitement par rapport à la préservation à l'amont de la ressource. Et ça, c'est un enjeu, en tout cas, de travailler au maximum à cette protection préventive de la qualité. Et avec, du coup, un élargissement des polluants, et ça a bien été indiqué par Rémi, hein, on a aussi ces PFAS, ces polluants éternels que vous avez pu voir dans la presse. On en trouve effectivement dans la nappe rhénane, particulièrement sur le secteur de Saint-Louis, à proximité de l'aéroport, parce que c'était également dans les mousses incendies, et du coup avec un enjeu particulier autour de l'aéroport, de comment on travaille avec l'aéroport de Mulhouse, de Bâle-Mulhouse, pour réduire en tout cas les quantités apportées par la suite. Et ça, voilà, c'est au cas par cas, au regard des analyses, et en fait on agit bien que sur ce qu'on connaît, et du coup il y a cet enjeu de recherche régulière des différentes molécules. Peut-être pour conclure et pour laisser un peu de temps aux questions, juste souligner que globalement dans le domaine de l'eau, on connaît des solutions, et tout l'enjeu maintenant c'est de les déployer et d'accélérer les choses. Et en tout cas c'est la demande qui nous est faite nous aussi par les élus régionaux et puis par les équipes. C'est des solutions. Alors vous avez différentes images qui vont apparaître, mais voilà, c'est autant la préservation des systèmes d'élevage à base de prairies, parce que c'est vraiment, les prairies, c'est des réservoirs, des filtres à eau, des réservoirs de biodiversité, des puits de carbone, et du coup, on a un enjeu fort en région de les maintenir. Et ça, vous le voyez dans le paysage, on en a encore dans le Ride, on en a encore sur le Sungo et sur l'Alsace-Bossu, et là, c'est un des enjeux, en tout cas, de maintien sur le secteur. Vous le voyez également, on a un enjeu de résilience globale des systèmes, et pour ça, en s'appuyant sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'on s'appuie au maximum, et je vous le disais en introduction, sur de la désimperméabilisation, de l'infiltration des eaux, de la végétalisation des espaces urbains, des cours d'école, et à Strasbourg, c'est un bon exemple en tout cas de désimperméabilisation des cours d'école, qui permettent aussi d'être des lieux de sensibilisation, et en tout cas, cet enjeu-là de freiner le cycle de l'eau et d'utiliser au maximum les milieux humides est important. Et un dernier élément de conclusion, c'est de dépasser l'enjeu eau, en fait, quand on analyse le sujet, et de l'analyser un peu plus largement, parce qu'effectivement, on pourra avoir une solution technique de faire un tuyau ou de faire un barrage. Derrière, on voit bien qu'on a des enjeux de captation de carbone, derrière le sujet des prairies, de biodiversité, de paysage aussi associés, de résilience alimentaire, de se dire, voilà, à quoi sert l'eau, et est-ce que c'est pour produire la nourriture que j'utilise sur le territoire, ou est-ce que c'est pour de l'export, et du coup, quels sont les flux derrière, mais également voilà, de végétalisation et plus globalement de cadre de vie. Et c'est derrière ça, c'est le concept de santé globale qui ressort, c'est-à-dire que la santé de l'environnement, elle est connectée fortement à la santé humaine. Et de plus en plus, du coup, on a cet enjeu de connecter en tout cas les matières humaines et environnementales. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose juste en conclusion avant qu'on passe les questions ? On a un peu parlé plus longtemps que prévu, donc je vais peut-être passer le micro tout de suite dans la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà des questions pour nos intervenants ce soir ? Je pense qu'on a fait un aperçu assez global des enjeux des futures années, autant sur la quantité d'eau disponible que sur la qualité d'eau à maintenir. Quelqu'un a-t-il des questions dans la salle ? Pendant que vous réfléchissez, on peut faire un petit point sur les illustrations que Hélène a réalisées en direct. Je ne sais pas si c'est disponible en régie. N'oubliez pas de méditer vos questions en attendant. Donc, Hélène, en direct sous vos yeux ébahis, a réalisé plusieurs dessins. Donc, en représentant les différents usages de l'eau en France, avec quelques statistiques que vous pourrez retrouver en synthèse après cette soirée sur Internet et sur le site. Elle a mis en évidence du coup certaines citations, l'existence de parlements de l'eau et des commissions locales pour gérer la ressource à l'échelle locale. Ok, on a la question et les portraits des intervenants sur ce qui nous attendait. On a vu que c'était réjouissant, des événements extrêmes, plus fréquents, plus intenses, des sécheresses, des inondations, tout un programme auquel on ne peut répondre qu'en faisant des actions concertées, à la fois sur la gestion de la ressource et la potabilité de la ressource. C'est pas mal résumé, hein, je pense que
Bon, voilà, il y a tout, il y a l'essentiel. Alors, des questions dans la salle? Toujours pas. Ah, il y en a une ici. On va faire 1, 2 et 3, et je pense qu'on n'aura pas le temps d'en prendre plus, malheureusement. Donc, à droite, là, tout au bout. Bonsoir. Je suis un peu perplexe face à ce qui vient d'être dit par rapport à ce qui a été décidé aujourd'hui, à savoir pas d'interdiction sans solution pour les pesticides, enfin pour les agriculteurs, quoi, en fait, voilà. Et puis je me pose aussi la question des dernières évolutions sur Stocamine. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la question parmi vous. Ah, il y a proposition de faire une réponse collective. Alors, quelle est la deuxième question? On va y revenir. Oui, merci. Vous avez parlé des agriculteurs, des entreprises, des centrales nucléaires. Vous n'avez pas parlé des individus, du citoyen moyen. Alors, est-ce que le citoyen moyen, il peut jouer un rôle dans ce choix de consommer moins? Allez, je vais prendre 2 boutades. À chaque fois qu'on tire une chasse d'eau, il y a 9 litres qui partent. Est-ce qu'il faut mettre des toilettes sèches dans les appartements? Une autre boutade, pour fabriquer 1 litre de bière, il faut utiliser 7 litres d'eau. Est-ce qu'il faut interdire la bière? Donc, est-ce que l'individu peut avoir des actions notables ou est-ce que c'est qu'une goutte d'eau sur une pierre chaude? Ok, et du coup, on va prendre la troisième question et vous allez tous répondre à la fois. J'espère que vous avez une bonne mémoire, hein. Vous m'avez demandé de le faire comme ça. La troisième question, c'était à gauche là-bas, tout au bout. Donc, première question, c'était est-ce que les mesures qui sont prises actuellement sont cohérentes avec l'enjeu et l'importance de préserver la ressource, notamment au niveau des pesticides? Deuxième question, est-ce qu'on peut faire porter toute la responsabilité sur l'individu et quelle différence on fait à notre échelle? Et troisième question. Oui, je crois qu'on a mis la plupart des piscines en Alsace en circuit fermé, ce qui est une bonne chose. Et ce qui m'interroge là, c'est quand est-ce qu'on va interdire l'arrosage dans l'agriculture par forte chaleur dans la journée? Alors, on pourrait mettre des minuteurs qui arrosent la nuit. Voilà, mais il y a un gaspillage phénoménal de ce côté-là. Et qu'en est-il de la facturation de l'usage des eaux, souvent de nappes phréatiques? Bon, après, je ne parle pas de la pollution du vignoble parce que je suis consommateur de vin, donc. Ok, merci pour vos questions. Donc, vous avez pour mission, vous, de répondre à ces 3 questions en 5 minutes. Voilà. 5 minutes au total, parce que, bah oui. Alors, sur la question que vous posiez des citoyens et au fond, c'est quoi les ordres de grandeur? Est-ce que ça changerait quelque chose, etc. Je pense que ça dépend de l'échelle. C'est-à-dire que vous voyez bien dans les grands chiffres nationaux, oui, l'eau potable, enfin c'est quand même le deuxième préleveur là, après donc les centrales, mais c'est surtout qu'à des échelles locales, si quand même ça peut jouer. Après, ça pose tout un tas d'enjeux en fait de fonctionnement aussi et de gestion des réseaux d'eau. Mais vous le disiez aussi bien avec la question de l'alimentation. Alors vous preniez l'exemple de la bière, mais enfin voilà aussi ce qu'on mange. C'est sûr que derrière il y a une empreinte eau très importante puisque il y a quand même derrière. La viande, est-ce qu'elle a été produite à l'herbe ou est-ce qu'elle a été produite avec du maïs sans silage? Ça ne va pas être les mêmes quantités d'eau qui vont être consommées, etc. Donc, c'est clair qu'il y a depuis pas mal d'années, en fait, l'idée de dire c'est important que les individus, quelque part, conscientisent leur empreinte individuelle, qu'elle soit carbone ou même leur empreinte eau, voilà, parce que c'est ça. Et après, je pense que c'est important. Après aussi, c'est que la plupart des travaux en sciences sociales montrent bien, c'est que les changements qui marchent mieux, c'est les changements collectifs, en fait, que de faire peser en fait sur des individus seuls les changements, ça marche pas très bien. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Bon, sur la question des pesticides, c'est sûr que actuellement, les orientations qui sont prises, elles ne vont pas dans un sens
de régulation plus effective des quantités de pesticides qui vont être émises dans l'environnement. Complément de réponse. Il reste 2 minutes. Ah oui, non, mais bon, il y a des vents contraires qui soufflent sur l'écologie, sur l'environnement, sur tout ça. Donc là, voilà, on peut malheureusement que le constater. C'est pas que dans le domaine de l'eau. Enfin, c'est pas que par rapport aux pesticides. Donc là, la situation, elle va quand même, enfin voilà, elle est quand même plutôt inquiétante. Et sinon, juste pour insister sur ce que disait Sarah, oui, c'est important que les citoyens soient sensibilisés. Je sais qu'à Strasbourg, par exemple, il y a toute une réflexion qui a été menée par le Conseil de développement, donc pour justement réfléchir aux façons de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Donc c'est important que chacun soit évidemment sensible et réfléchisse à disons à sa consommation directe, mais aussi à son empreinte. Même si voilà, agir sur son empreinte, ça veut dire aussi limiter les prélèvements d'eau dans d'autres pays, parce que voilà, c'est lié au grand transfert notamment alimentaire. Et sinon, voilà, c'est pas en agissant, enfin voilà, l'individu seul, c'est pas là où sont les grandes marges de manœuvre. Mais il faut bien voir que quand même, il y a aussi beaucoup de mesures et d'incitations qui sont, et Benoît en avait évoqué un certain nombre, qui sont à destination des industriels pour passer en circuit fermé. Monsieur l'évoquait à propos des piscines. Donc il y a aussi, ça ne concerne pas que les individus, les efforts aussi de sobriété. Et il y a déjà des choses qui sont engagées dans beaucoup de domaines économiques. Ok. Dernière partie de réponse peut-être sur les aspects agriculture ou... Oui, et très rapidement. Alors oui, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que effectivement les sujets que vous citez sont importants. Concernant Stocamine, alors le choix, c'était un choix de l'État de confiner en place. Ça correspond pas forcément au choix des collectivités locales. Vous l'avez vu dans la presse et autres. Tout l'enjeu, c'est de garder la capacité d'accès et de suivre ce qui s'y passe. Et de se dire si dans 10, 20, 30 ans, on doit récupérer ces déchets, voilà, comment on procède. Juste pour ceux qui... C'est un des enjeux. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le contexte, Stocamine, du coup, c'est un site d'enfouissement de déchets des anciennes mines de potasse en Alsace, c'est ça ? Oui, les anciennes mines de potasse avaient été réutilisées, les galeries, pour stocker des déchets via cette entreprise Stocamine qui avait été créée à l'époque pour cet usage. Concernant les phytos, c'est un enjeu et nous sur lequel on essaye d'éviter, c'est la substitution, c'est-à-dire que quand une molécule est interdite, qu'une autre soit utilisée parce que finalement on la retrouve dans l'eau 5 à 8 ans plus tard. Et on met le temps qu'elle migre. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de travailler sur les sujets d'homologation pour s'assurer que quand une molécule est homologuée, effectivement, elle ait un impact très limité, voire nul sur la ressource en eau. Mais c'est surtout sur comment est-ce qu'on arrive à éviter d'utiliser du chimique. Et c'est ça le travail qui est fait au travers de la robotique, du désherbage mécanique, de l'évolution des cultures. Et on est plutôt sur l'évolution, en tout cas, de ces process. Et enfin, sur les questions d'économie d'eau en irrigation, parce qu'effectivement, c'est un enjeu. Alors, bon, globalement, on a l'impression que c'est beaucoup d'évaporation, c'est 5%, mais c'est quand même déjà beaucoup. Voilà. Mais ça permet aussi de relativiser. C'est ce qui s'évapore en période de midi à 14h, voilà, c'est 5% de ce qui tombe, parce que c'est quand même des grosses douches qui tombent via ces systèmes d'enrouleurs ou d'asperceurs. Pour autant... Voilà, c'est un des leviers qui est utilisé dans beaucoup de régions. On interdit l'irrigation sur les périodes les plus chaudes. Ça sera peut-être mis en place. C'est mis en place déjà dans les arrêtés quand il y a des arrêtés sécheresse. Voilà, je pense que sur la nappe rhénane, on commence à venir seulement sur ces sujets de réduction et quantité d'eau. Et je pense qu'on pourra s'inspirer de ce qui se fait dans le sud de la France, dans l'ouest de la France, ailleurs, où cette question de la gestion volumétrique de l'eau, elle est déjà en place. Ok, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Alors, si vous deviez chacun donner une petite phrase très concise pour conclure cette session épique époque, qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de cette question ? Allons-nous manquer d'eau ? Alors moi, j'insisterai sur le nous en disant il faut toujours se poser la question de il y a qui dans le nous ? Ne pas oublier donc ceux qui n'ont pas accès à l'eau dont j'ai parlé, mais également ne pas oublier le milieu aussi qui risque de manquer d'eau, surtout si on privilégie justement et on est trop gourmand, vorace sur les usages anthropiques. Et alors moi je rajouterais un X à eau parce que
on voit bien que ces eaux, en fait, elles sont au pluriel, elles sont différemment chargées socialement, elles ont des qualités différentes, elles ne s'inscrivent pas dans les mêmes paysages, dans les mêmes milieux. Autrement dit, l'eau, elle a une matérialité plus élargie que sa seule formule chimique et elle déborde toujours des institutions ou des catégories qui cherchent à la découper. Moi, je dirais que l'eau, c'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique. C'est vraiment des choix de société. Fort bien, je pense que sur cette conclusion, on peut effectivement les applaudir. Donc ce soir, vous aurez vu que la gestion de l'eau, c'est un gros sujet. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a plein de choses à faire pour la suite. Merci à tous et toutes d'être venus à cette conférence ce soir. Et puis on espère vous retrouver à la prochaine session d'Epic qui aura lieu le jeudi 6 mars pour une question très intéressante. Comment écrivons-nous l'histoire ? Voilà, j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche. On se retrouve dans un mois. Et merci encore, bonne soirée.